ce webinaire sur la plateforme POP. Alors, je me présente, Cindy Pagès, je suis directrice adjointe au centre hospitalier Le Vinatier. Et nous avons donc la chance d'accueillir sur notre plateau de webinaire donc le docteur Laurence Viermoz. Bonjour à tout le monde. Voilà, qui travaille sur la plateforme POP, donc au sein du pôle enfants et adolescents du CH Le Vinatier. Et le docteur Marie-Maud Geoffray, également donc responsable médical de la plateforme POP et travaillant donc au pôle enfants et adolescents du CH Le Vinatier et dans le département Sunrise de neurodéveloppement. Merci. Alors, donc du coup, merci à tous de vous être connectés à ce webinaire. Donc, c'est le premier webinaire POP que nous organisons. Donc, ce webinaire va se dérouler jusqu'à environ 18 heures. Il se déroulera en 3 temps. Dans un premier temps, donc je vais poser quelques questions à nos invités pour qu'ils présentent cette plateforme POP. Vous aurez l'occasion pendant ce petit débat de poser toutes les questions que vous souhaitez sur notre chat. Donc vous avez un petit icône sur la plateforme LifeSize qui est très facile à trouver, qui s'appelle Discussion. Donc n'hésitez pas à envoyer toutes vos questions. Nos invités y répondront dans le deuxième temps du webinaire. Et enfin, nous vous donnerons la possibilité, dans la dernière partie du webinaire, d'intervenir en direct pour poser en direct vos questions à nos invités. Donc, vous aurez, dans ce cas-là, je vous demanderai de vous signaler en levant la main. Donc, il y a aussi une petite icône et nous ouvrirons votre micro. Voilà, pour plus de confort, donc nous nous sommes mis en mode conférencier, ce qui veut dire que les micros sont coupés en dehors du micro de ce plateau télé. Et du coup, nous reprendrons, nous vous redonnons la possibilité d'intervenir uniquement en dernière partie du webinaire pour le confort de tous. Alors, merci Marie-Maud et Laurence d'avoir accepté cette invitation au webinaire POP. Alors, j'oserais dire, on va peut-être commencer par le commencement. Pourquoi avoir créé cette plateforme d'orientation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent? Quelles sont les motivations de cette plateforme? Quels sont ses objectifs? Alors, donc la première motivation, c'était vraiment de rendre notre travail plus lisible et le parcours des patients et de leurs familles, ainsi que de tous les partenaires et les professionnels qui travaillent autour d'eux, que ce soit beaucoup plus lisible et facile d'accès. Donc, c'est vraiment voilà, pour ça qu'on a créé POP. Donc, c'est une seule plateforme pour l'entrée de toutes les nouvelles demandes et puis pour l'entrée de toutes vos questions, je dirais, autour de la pédopsychiatrie sur notre grand secteur de la métropole à peu près. Vous voulez rajouter quelque chose, Laurence? En tout cas, je pense que pour les personnes, effectivement, il y avait souvent des difficultés pour savoir qui appeler, où appeler, comment appeler, où aller. Enfin, les familles étaient vraiment en grande difficulté pour avoir une compréhension du fonctionnement de la pédopsychiatrie. Et c'est vrai, le fait d'avoir un seul numéro de téléphone pour pouvoir accéder, c'est vrai que ça simplifie énormément, en tout cas pour eux, les choses. Voilà. Vraiment, je trouve que c'est un énorme progrès. Et puis, il y avait quand même aussi beaucoup de nouvelles demandes qui étaient en attente de rendez-vous. Hein. Donc, du coup, c'est quand même toute la première partie de notre travail a été ça aussi, de pouvoir répondre à ces demandes qui étaient en attente, sans solution. Voilà, du coup, c'est un grand progrès. Cette idée de plateforme est partie d'une théorie qui existe et puis qui est déjà mise en place un petit peu, mais à très petite échelle, dans des pays anglo-saxons où on évalue les demandes et on essaye de les orienter au mieux selon, alors j'aime bien dire, les besoins et les ressources de la personne qui est en face de nous, alors notamment les patients, les familles et aussi les partenaires, et puis d'ajuster la réponse selon ce qui peut être fait, qui est recommandé par les bonnes pratiques et ce qui peut être fait selon les ressources de la communauté actuellement. Cet été, on avait une grosse restructuration sur le pôle, donc de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Vinatier, donc on avait peu
possibilité d'offrir des soins. Par contre, on a pu beaucoup travailler avec nos partenaires du libéral, du médico-social, etc. Bon, on les a un peu saturés, les associations aussi. On a découvert d'ailleurs des très chouettes partenaires au passage. Et ensuite, bah là, effectivement, du coup, on a maintenant un peu plus de possibilités sur notre propre pôle, ce qui n'empêche pas, voilà, de pouvoir proposer aux personnes, quand elles appellent, les différentes possibilités. Et puis, ce qui va être le plus facile, finalement, d'accès pour qu'ils aient les soins les plus adaptés possibles. Oui, puis je dirais, ça entraîne vraiment un décloisonnement aussi, du coup, de toutes les structures de soins de pédopsychiatrie je trouve ça c'est vraiment un élément très important dans la création de POP aussi, ce décloisonnement. Enfin, vraiment le lien avec les partenaires, oui. Tisser des liens. Rendre plus accessible. Et meilleure connaissance aussi des possibilités, en tout cas, de soins sur un territoire. Et alors, du coup, est-ce que vous pourriez nous dire concrètement en quoi consiste cette plateforme ? Alors, en pratique, je le décris puis tu compléteras. En pratique, n'importe qui peut appeler, qui se soucie d'un enfant, à peu près sur le secteur de la métropole. Si vous connaissez pas notre secteur, ça fait rien, vous pouvez appeler, on vous réorientera. Donc, un professionnel, un enseignant, quelqu'un qui travaille sur une crèche, des parents, bien sûr, le plus souvent, des adolescents qui nous appellent quelquefois. Donc, n'importe qui peut appeler POP pour trouver de la ressource, avoir des informations parce qu'il est inquiet pour une, deux personnes. Ça, c'est un point important parce qu'on n'a pas toujours, on est des fois en difficulté pour faire passer le message. Suite à donc là, il y a une infirmière ou quelquefois une psychologue qui prend votre demande, qui voit le niveau d'urgence. Si bien sûr on a un niveau d'urgence très important, on va réorienter la personne sur les urgences, l'accompagner, l'aider à trouver la meilleure façon d'aller le plus vite aux urgences. Et puis, si c'est moins urgent, de prendre le temps de voir quelle est sa demande et puis évaluer éventuellement un petit peu plus de façon approfondie quand on a la famille et les enfants en face ou le professionnel. On a des questionnaires pour les professionnels mais qui sont sur moins d'une page, on vous rassure, donc vous avez 2-3 questions à répondre parce qu'on sait que vous n'avez pas le temps. Des familles à qui on redemande un petit peu qui est leur médecin généraliste, qui sont les différents partenaires autour d'eux, quelle est leur demande, quelles sont leurs attentes, quels sont les développements de l'enfant. Pareil, on a fait quand même assez court et les parents pourront remplir via une appli sur le téléphone. Donc voilà, soit on peut répondre à la question, je dirais comme ça, quand vous appelez, soit on va aller plus en profondeur sur l'évaluation et là on va proposer aux familles, aux partenaires de répondre à des questionnaires et surtout l'école. Ça c'était important parce que trop souvent, effectivement, l'école a été peu mise à l'écart du soin, donc c'était vraiment tout de suite inclure les professeurs dans notre évaluation, que ce soit une évaluation très éco-psychiatrique, comme on dit. Et une fois qu'on a tous ces documents, sous moins de 2 semaines, du coup, la famille a un rendez-vous, ou la famille ou le partenaire, mais en tout cas c'est plutôt la famille quand on va jusqu'à une évaluation brève. Et là, à 2 semaines, peut-être que ça durera que 10 minutes. Si on voit que c'est très clair, qu'il s'agit d'un trouble du spectre de l'autisme, qu'on voit que c'est un diagnostic de TDAH ou un trouble psycho-affectif, que la situation est bien identifiée, on va proposer les ressources possibles et orienter la personne jusqu'à la porte de la ressource. S'il y a besoin de compléter ou si les personnes n'ont pas pu répondre à leur questionnaire, du coup, on va répondre avec eux. Et puis, s'il faut, on en reparlera en équipe et on redonnera un rendez-vous à la personne. Mais en gros, les familles, les personnes passent moins de 2 semaines sur POP, en tout et pour tout. Sous 2 semaines, à peu près, ils sont réorientés là où ils pourront avoir les soins les plus adaptés. Oui, je rien à rajouter de plus. Oui, je pensais là à un cas clinique. Par exemple, aujourd'hui, on a eu le cas d'une jeune adolescente de 14 ans qui souhaitait un rendez-vous en pédopsychiatrie sans informer ses parents, sans personne ressource. Et du coup, c'était important de lui donner des pistes de possibles pour elle en restant dans le cadre légal. Donc ça, je trouve intéressant que cette jeune fille ait pu avoir le numéro de POP et puisse ne pas rester seule avec ses difficultés et puisse vraiment être aidée dans une orientation et avec des possibles pour elle. C'est un exemple qui me vient parce que c'était celui d'aujourd'hui. Voilà. Du coup, je me suis permise de noter le numéro de POP dans le petit chat. Donc, c'est le 0800 71 51
50. C'est un appel non surtaxé. Alors du coup, qui sont les personnes qui sont au bout du fil quand on appelle ce numéro? Donc du coup, les personnes au bout du fil, ce sont des infirmières et des psychologues, comme le disait Marie-Maude. Du coup, les appels, il y a un poste qui sonne, mais du coup, ça part en cascade. Donc, du coup, si le premier poste est occupé, ça passe sur un deuxième pour que, du coup, les personnes aient vraiment au moins possible un numéro sans réponse, hein, vraiment qu'ils puissent un appel sans réponse. C'est-à-dire que quand ils appellent, qu'ils puissent vraiment avoir une réponse tout de suite. Et les infirmières, voilà. Après, selon les situations, on en repart toujours en réunion d'équipe. C'est quand même quelque chose aussi, l'intérêt d'avoir pluriprofessionnel, d'avoir plusieurs regards, ceux des infirmières, ceux des psychologues, et moi, et l'assistante sociale. Et l'assistante sociale, qui a des ressources aussi très intéressantes, du coup, pour les familles. Je pense que c'est une des premières fois qu'en France, effectivement, je ne sais pas, à l'étranger, il y a quelques essais aussi, mais effectivement, qu'on peut de 9h à 19h répondre à des professionnels ou des familles qui s'inquiètent pour leur enfant et voilà, pouvoir les accompagner sur ce process, les rassurer, évaluer plus en profondeur s'il faut la situation, mais en tout cas il y a une réponse et c'est vrai que on va jusqu'au bout, c'est-à-dire quand les familles sortent de POP, du processus de POP, de la plateforme, ils ont une réponse, ils ont un rendez-vous quelque part, ils ont un rendez-vous sur nos anciens CMP, donc sur nos nouveaux services. Donc ça, c'est précieux aussi. J'ai beaucoup milité pour ça pour ma part, pour que les gens sortent avec leur rendez-vous. Si c'est dans 6 mois, c'est dans 6 mois. Mais on sait qu'on a tel délai d'attente. Et si c'est trop long, on peut leur proposer d'autres ressources en attendant. Mais ils ne sont pas sur une liste d'attente pendant 2 ans, comme on a pu le voir sur le service public, ce qui quand même pas rendre justement un très bon service public. Et alors du coup, vous l'avez un petit peu dit, mais est-ce que vous pouvez nous repréciser qui peut appeler cette plateforme? Moi, je crois qu'effectivement, tu l'as bien précisé, Marie-Maude. Hein, c'est tout parent déjà qui s'inquiète pour son enfant, parce que ça passe quand même par aussi un engagement des parents dans le soin pour leur enfant. Et ça, on insiste beaucoup pour que les parents soient acteurs, parce que l'intérêt, je trouve, de cette plateforme, c'est aussi de mettre vraiment les parents acteurs dans la compréhension aussi de ce qui se passe pour leur enfant et pas être dans quelque chose de passif. Hein. On leur demande vraiment, enfin, il y a quelque chose d'une dynamique déjà qui s'engage dans le soin. Ça, c'est vraiment aussi important et intéressant parce que c'est pas simplement, voilà, je veux un rendez-vous, point. On va plus loin, on essaie d'expliciter, il y a la visio aussi, enfin voilà, il y a quelque chose qui se lance au niveau psychodynamique quand même pour les familles et du coup pour le soin de l'enfant. Donc après, ça peut être un professionnel qui nous interpelle directement, médecin, psychologue. Alors, il nous interpelle bien évidemment en accord avec la famille, hein. Si c'est pour une demande de soins pour l'enfant, il peut nous interpeller pour des renseignements complémentaires sans forcément que ça soit pour un soin spécifique pour un enfant, hein, mais après, ça peut être une institution, c'est tous nos partenaires, du coup, possibles, médecins généralistes, enfin, et les enseignants également, ils peuvent. Enseignants aussi, voilà. Après, on est tenu au secret aussi professionnel, hein, du coup, on n'a pas à divulguer non plus les patients qui sont en soins, etc. Mais en tout cas, on peut discuter avec eux de situations de manière globale, hein, s'ils sont inquiets, etc. Puis leur donner des pistes pour amener aussi les familles à faire une demande de soins, ou ça peut être aussi avec eux. Enfin, ça, vraiment, il y a une souplesse quand même d'approche qui est vraiment très importante. C'est ça, il y a une souplesse d'approche et ça me fait repenser à l'exemple que tu donnes toujours. Hein, donc les rendez-vous, ça j'avais pas précisé, mais vont se faire soit par téléphone, soit surtout par visioconférence, sauf pour les personnes qui ne souhaitent pas la visioconférence ou pour qui il y a un barrage de langue trop important. Donc là, on peut les recevoir en face à face aussi, hein, au bout des 2 semaines ou en tout cas sous 1 semaine, 2 semaines, quand ils ont rempli un peu leur questionnaire ou qu'ils ont essayé. Du coup, on fait le point avec eux. Du coup, là, ça se fait beaucoup par visioconférence et tu citais un exemple où effectivement, c'était sur une PMI avec une assistante sociale plus la famille. C'est-à-dire qu'au lieu que l'assistante sociale se batte pour amener la famille sur un CMP, que ça mobilise beaucoup de personnes, bah déjà, on a pu faire le point ensemble, que la famille nous ait vu une première fois, qu'elle ait fait un premier lien. Voilà, donc ça avait été plutôt fort et en tout cas, comme tu dis, quelque chose où les parents sont tout de suite acteurs dans le soin de leur enfant, hein, et pas passifs.
On ne fait pas que leur donner des rendez-vous, hein. Vraiment, ce qu'ils disent est important, on le recueille et on les oriente à partir de ça, avec les partenaires. Et je crois que c'est important de préciser que les questionnaires, c'est pas rédhibitoire. Enfin, on n'a pas forcément, si on n'a pas rempli le questionnaire, parce que du coup, il y a eu beaucoup de choses qu'on entend à l'extérieur. Enfin, peut-être qu'on en parlera dans les questions qui vont être amenées plus tard, mais je tiens vraiment à préciser ça parce que des fois, les gens se bloquent en disant, oh là là, il y a un questionnaire, il y a des questionnaires, ça va être compliqué. Non, c'est vraiment, du coup, l'idée que les parents puissent parler de leur enfant. Et vraiment, c'est important parce que même s'ils ne peuvent pas en parler, s'ils ne savent pas quoi mettre, c'est aussi un signe pour nous important. Quand ils ne se rappellent plus d'éléments du développement de l'enfant, c'est un signe aussi. Mais il faut, voilà, on peut le faire avec eux si nécessaire, ou du coup non si c'est pas possible du tout. Mais enfin voilà, c'est pas quelque chose d'obligatoire à accéder à des soins sur la pédopsychiatrie des lunettes. Et en parlant de développement, enfin Pop est quand même encore petit bébé en plein développement qui est né le 1er avril sans farce l'année dernière. Donc voilà, on existe à peu près depuis 6 mois. Donc comme tout nouveau-né, ben, on se cherche, nourrisson là, on se cherche encore un peu et en tout cas on va avoir un nouveau logiciel qui est sous peu arrive cette fois-ci et qui va vraiment nous permettre, comme je vous disais, d'envoyer des questionnaires. Alors déjà qu'on a beaucoup raccourci avec l'expérience et puis surtout les familles vont pouvoir à partir de leur téléphone répondre. C'est vraiment facile d'utilisation. Donc ça sera aussi moins lourd probablement que les questionnaires un peu papier qu'il fallait que les familles nous renvoient. Des fois ils ont renvoyé par courrier. Enfin bref, ça donne lieu à des choses un peu compliquées. Alors que là c'est quelque chose, ils remplissent en ligne et ça va sur notre logiciel. Donc toutes les infos sont dans le logiciel et ça peut être mis dans le dossier médical ou envoyé aux partenaires avec l'accord des parents bien sûr toujours. Et alors du coup, quand on appelle, comment ça se déroule l'appel type? Peut-être qu'il y a des appels qui méritent des réponses en urgence et puis d'autres qui méritent une instruction, un examen un petit peu plus approfondi. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cet appel, son déroulé? Oui, je crois que la première chose effectivement qu'on fait, c'est effectivement d'évaluer l'urgence de l'appel, hein, l'urgence urgentissime qui nécessite une consultation vraiment tout de suite maintenant. Bah, du coup, on les adresse au service d'urgence en contactant aussi le service d'urgence pour qu'ils soient attendus aussi. Donc ça, c'est important parce que les familles, du coup, les médecins, les collègues savent que cette famille va arriver. Du coup, ça aide aussi à ce qu'il y ait du coup, un accueil plus contenant au niveau des urgences. Après, il y a des semi-urgences. Donc, des fois, on a la possibilité de faire des rendez-vous assez vite dans la semaine. Bon, ça m'est arrivé de voir des personnes même le jour même, mais ça, là, on est vraiment dans quelque chose d'urgence. Peut-être pas forcément, là, on dérive un petit peu sur notre fonction aussi. Le semi-urgence, la semi-urgence, on la traite. Parce que ça permet des fois d'avoir un premier contact dans des cas de crise qui sont un peu aigus. Le fait d'avoir un premier contact, des fois, ça désamorce très vite des situations en pédopsychiatrie. On sait que les choses vont très très vite dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Mais dans le sens vraiment d'apaiser les choses, ça, je trouve qu'on voit que rien que l'appel téléphonique, que la famille nous appelle, etc., déjà, ça a apaisé. Qu'on les voit en visio ou en présentiel dans les 48 heures, ça apaise aussi. Enfin, voilà, je dirais, en tout cas, la première chose, c'est aussi déjà évaluer l'action d'urgence. Évaluer déjà si le patient dépend de notre secteur ou pas, parce que du coup, après, on peut réadresser, parce que c'est important de savoir tout de suite, parce que sinon, il y a des familles qui commencent à parler, et puis on leur dit, bah non, en fait, c'est pas pour le Lunatier, c'est pour Saint-Jean-de-Dieu, et ça, je trouve que c'est délétère. Parce que les familles, donc ça c'est important très vite, savoir si vraiment ils dépendent du Lunatier pour pas qu'ils engagent déjà un entretien. Et puis après, voilà, c'est avoir les premiers, c'est un entretien semi-directif, on va dire, pour avoir des éléments administratifs assez précis quand même, tout en laissant libre cours à la famille de pouvoir expliquer les choses. Et je crois que ce qui est très important aussi, c'est du coup la possibilité d'être en lien avec les partenaires, enfin les médecins du coup qui connaissent l'enfant et qui ont été en lien
voilà, relier un petit peu aussi chacun. Éviter beaucoup les clivages. Je crois qu'il y a ça aussi. Vraiment, je dérape un peu sur l'entretien, mais enfin, c'est important d'avoir bien en tête de demander les partenaires qui gravitent autour de l'enfant, Oui. pour pas refaire des choses, alors qu'en fait, l'enfant serait déjà suivi, aurait déjà des choses. Voilà, ne pas répéter, voilà, ne pas refaire. C'est vraiment important ça. Enfin, oui, et pas suivre des familles qui seraient en errance de, enfin, qui seraient en, comment est-ce qu'on dit, en itinérance de soins. Et recommencer un autre très bien. Et du coup, une fois que ce caractère d'urgence a bien été vu, vous proposez finalement un premier entretien. Est-ce qu'il y a d'autres entretiens qui sont proposés? Comment se déroule l'orientation finalement finale qui est proposée? Alors, le but, c'est quand même qu'il n'y ait pas trop d'entretien non plus sur POP, mais juste qu'on ait eu le temps d'évaluer correctement. Et puis, ça va aussi dépendre de l'aval, je dirais. Par exemple, cet été où on avait quand même moins d'aval, où nos propres services étaient en restructuration sur l'hôpital. Effectivement, ça pouvait peut-être nous arriver de voir un peu plus les patients, mais on s'est quand même beaucoup surtout appuyé sur des associations, des partenaires qui les recevaient très rapidement. Mais il y a moi je dirais systématiquement, il y a ce premier appel que font les personnes, et puis voilà, soit on peut répondre tout de suite, soit on va approfondir, et là il y a vraiment un entretien qui va être plus ou moins long, hein. Une fois de plus, ils ont bien répondu au questionnaire, que la situation est très claire, ça peut aller un peu vite. S'il faut vraiment aller plus loin ou les aider à répondre au questionnaire, ça va prendre plus de temps. Et là, si nous on a besoin encore de rediscuter avec l'équipe pluridisciplinaire, comme le disait le docteur Villermoz, du coup on va reprogrammer, on a tout fait la possibilité de reprogrammer. Donc, ça peut être grand maximum de 3 entretiens, sachant que la plupart du temps, c'est un petit entretien et surtout un entretien par téléphone. Mais c'est vrai qu'il y a quelques fois, on va aller jusqu'à les voir en présentiel parce que l'équipe a alerté le médecin qu'il y avait quand même potentiellement une semi-urgence et qu'il faut qu'il soit réévalué plus médicalement. Je crois que vraiment, après, la question de l'entretien avec les familles, c'est vraiment de pouvoir accueillir vraiment et entendre là où ils en sont avec leur enfant et vraiment de préciser bien les difficultés de l'enfant pour vraiment amorcer quelque chose d'une dynamique. Enfin, moi, j'insiste vraiment là-dessus parce que je trouve que c'est vraiment ça qui est intéressant. C'est vraiment avec les familles d'être vraiment de bien préciser les choses avec eux pour que le diagnostic soit assez précis quand même pour vraiment lancer les choses, je dirais vraiment. Et que ne pas partir dans des choses qui seraient pas adaptées, en tout cas pour l'enfant. D'être vraiment dans une écoute bien précise, qui précise bien les choses pour que ça lance vraiment correctement le soin. Alors, quand il s'agit de répondre finalement à des professionnels qui nous solliciteraient, comment vous échangez avec ces professionnels? Vous avez le téléphone, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens d'échanger avec ces professionnels? Ben oui, puisque du coup, il y a notre adresse mail. On reçoit des demandes par mail aussi. Et puis il y a Sisra, du coup, Sarah Sisra, oui. Vous pouvez faire des demandes par Sarah Sisra et du coup, on vous recontacte. Ou alors, on peut contacter une famille à votre demande. Si ça part d'un professionnel, du coup, on prend en compte la demande du professionnel. Donc, vous pouvez le faire via Sisra Sarah. Alors, l'adresse... Bien sûr que les patients soient bien au courant que vous nous appelez. Oui, pas, bien évidemment. Hein, avec l'accord des patients. D'accord, très bien. Et du coup, on a finalement 9 mois, un peu plus de 9 mois, 10 mois d'expérience maintenant sur POP. Donc, c'est un dispositif encore jeune. Vous avez pu traiter à peu près combien de situations? Alors, je dirais plutôt septembre, vraiment. Parce que si depuis de avril à septembre, on a repris des anciennes demandes qui étaient sur les CMP, sur les zones urbaines sensibles surtout, hein. Pas tous, on n'a pas... Comme il y avait des attentes qui s'étaient cumulées, si certains sont de Vanvelin, de Mes Yeux, effectivement, on manquait beaucoup de temps médicaux, enfin toujours, hein. Bienvenue s'il y en a qui nous entendent. Mais en tout cas, du coup, surtout la zone Est, effectivement, était assez sinistrée de ce côté-là. Donc, il y avait des temps d'attente de 2 ans, puis même des CMP qui avaient dit à un moment, enfin, de façon, en tout cas, qui avaient lancé qui avaient dit ça, qu'ils ne prenaient pas de nouvelles demandes. Donc, on a dû reprendre tout
toutes ces attentes, toutes ces listes d'attentes et rappeler des gens qui avaient appelé il y a 2 ans quelquefois. Le travail était quand même très différent. Hein, le fait d'appeler des patients qui attendaient depuis des mois, qu'on rappelle en disant alors, vous en êtes. Enfin, d'ailleurs, il y a pas mal de familles qui avaient trouvé des solutions. Moi, je trouve aussi intéressant parce que du coup, il y en a qui s'étaient débrouillés aussi pour trouver des solutions. Donc ça, c'était vraiment le premier travail. Donc, non, parce que du coup, je trouve que c'est important. Ah oui, c'est super intéressant et c'est super important et les familles nous apprennent des choses des fois, même souvent, en termes de partenariat, de solutions possibles, parce qu'ils sont extrêmement impliqués pour leur enfant et nous aussi, mais encore plus eux, ce qu'on peut comprendre. Donc de avril à septembre, effectivement, c'était plutôt le traitement. On avait déjà ouvert sur la zone Est, mais c'était beaucoup le traitement des demandes en attente. Donc à partir de septembre. Donc du coup, à partir de septembre, sur des patients qu'on a adressés sur le pôle du Vinatier, on est à 1050 et en sachant que donc 1050 qu'on a adressé vraiment sur le pôle du Vinatier et en particulier, je pense qu'on doit avoir au moins 300 demandes qu'on a réadressées ailleurs. Et ça, c'est les demandes qu'on appelle demandes. Donc il n'y avait pas seulement une information de données, mais on a eu du coup plus de 2500 appels, tu me dis, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est tout ça. Voilà, donc en tout cas, il y a eu plus de 1300 demandes traitées depuis septembre. Il y avait environ 500 demandes, voire plus en attente. Donc on est à peu près sur 2000 depuis le mois d'avril. Demandes, c'est-à-dire derrière, il y a véritablement un traitement, une évaluation brève, comme je vous disais, avec des questionnaires, etc. Et puis, il y a tous ces appels auxquels on répond qui font beaucoup plus de situations en réalité, mais on va réadresser chez nos partenaires sur Saint-Jean-de-Dieu, etc. Et puis on informe. Préciser que quand on aura le nouveau logiciel, les chiffres seront beaucoup plus précis parce que là, pour l'instant, on est sur du papier, et que du coup, il y a certains qu'on note pas, il y a beaucoup de déperditions aussi, c'est un peu compliqué. Le logiciel, par contre, aura des chiffres beaucoup plus précis. Donc, je pense que... Et du coup, est-ce qu'on a des retours finalement des demandeurs, des gens qui ont appelé? Alors peut-être que le webinaire va nous dire ça. Certainement. Est-ce que les personnes vont nous faire un retour de votre côté, des retours? De notre côté, quand on a les gens au téléphone, en tout cas, on a des retours très très positifs des parents qui sont vraiment très soulagés, contents d'avoir tout de suite quelqu'un qui les écoute, qui les entend, qui prenne leurs demandes en compte et qui fixe un rendez-vous avec eux, du coup, dans un délai quand même assez proche. Donc ça, c'est quelque chose qui est... au niveau des parents, il y a quelque chose, en tout cas, de très positif. Après, pour les partenaires, moi, j'ai eu des échos aussi positifs dans le sens où il y a un numéro unique et que ça simplifie quand même beaucoup les choses pour eux. Alors, du coup, comment ça fonctionne entre cette plateforme POP et puis finalement l'offre de soins qui sont dans les territoires, dans les services territoriaux de la psychiatrie de l'enfant adolescent, à Perrache, à Rieux, dans tous ces lieux-là? Quelles sont les articulations entre cette plateforme POP et ces lieux de soins? Alors, cette articulation, elle est extrêmement quand même proximale et ça demande pas mal d'ajustements encore, de réunions. Mais pour ceux, parce que je sais pas le niveau d'information de tout à chacun, mais en tout cas, nous sommes maintenant plus qu'un grand secteur, on va dire, sur le Vinatier. Donc, nos services qui étaient anciennement sur une sectorisation, il y avait des services par numéro, d'ailleurs, pour ceux qui connaissaient, et qui correspondaient à un ensemble d'arrondissements sur Lyon et la métropole. Donc, maintenant, on n'a plus que 4 grands services et qui ne correspondent pas à des secteurs, mais à une population précise et donc des soins potentiellement précis. Donc, il va y avoir 4 services et ces 4 services ont environ 5 grandes antennes. Donc, sur Mézieux, Vaux-en-Velin, donc à chaque fois, vous avez les 4 grands services que je vais vous citer après, sur le sud, vers Montplaisir et Sévigné, et Hébron d'ailleurs, sur Perrache et sur Villeurbanne, qui est une grosse plateforme sur Villeurbanne du fait d'une densité importante de la population. Et le nord, Rieux, qui touche jusqu'à Caluire, Neuville, qui est une autre grosse plateforme de soins. Donc ce sont des plateformes de soins, bon c'est les anciens CMP ou les anciens hôpitaux de jour, mais c'est des plateformes de soins sur lesquelles les patients peuvent être accueillis, les familles, sur lesquelles il y a un secrétariat, mais en fait qui ne prennent pas les premières demandes. Toute première demande, et on n'a peut-être pas rappelé ce que c'était qu'une première demande. Une première demande, c'est un enfant qui n'est jamais venu sur le Vinatier ou
un enfant qui n'est pas venu depuis 1 an sur le vinatier. Donc ça, c'est très important. Donc c'est un enfant ou une situation, en tout cas, familiale qui n'est pas venu depuis longtemps chez nous, c'est-à-dire 1 an pour nous, ou qui n'est jamais venu. Donc, les secrétariats, si les familles s'adressent à eux sur les grandes plateformes de soins, vont les renvoyer sur POP pour que POP puisse avancer, débrouiller la situation et, si besoin, mettre un rendez-vous sur un des 4 grands services, sur une des 5 grandes plateformes de soins. Donc, sur Rieux, vous avez Theta, Ado, Petite Enfance et Sunrise. Donc, nos 4 grands services, c'est donc le service PPE, Petite Enfance et Périnatalité. Donc ça, c'est un service beaucoup autour de la périnatalité et du lien parent-enfant, des troubles affectifs. Le service Theta pour les troubles anxieux et les troubles psychotraumatiques chez l'enfant de 6 à 12 ans. Le service adolescent pour tous les troubles psychiques, psychiatriques de l'adolescent, en dehors des troubles très neurodéveloppementaux. Et puis un service neurodéveloppement qui, comme on peut l'imaginer, effectivement est de 1 à 18 ans, contrairement aux 3 autres qui sont à la fois par tranche d'âge et par plus pathologie. On va dire qu'en gros, on a 2 grands groupes, les groupes des troubles psychologiques, pathologie du lien, plus, où là, on a le service petit, Theta et ado. Et puis le service qui est trans-âge de 1 à 18 ans, qui s'appelle Sunrise. Donc ce n'est pas un cocktail, mais ça veut dire service universitaire en neurodéveloppement, réhabilitation, intervention et suivi spécialisé de l'enfant, autant qu'on en a les moyens. Le but de tous ces services aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir répondre tôt à la population, d'avoir des soins sur un temps délimité. Donc la question initiale, c'était ? C'était le lien. Comment finalement est-ce que vous pouvez accéder aux agendas de ces lieux de Voilà, alors ça a été quelque chose effectivement qu'on avait demandé pour que le parcours soit complet sur POP et que nous, on soit sûr que les familles arrivent à bon port et les adolescents. C'est vraiment qu'on ait des agendas, des accès d'agenda. Donc, un accès aux agendas, donc pas personnel, mais par département. Donc, si on a besoin d'un rendez-vous sur Rieux pour le département ado, on va pouvoir accéder à l'agenda du département ado de Rieux. Ou si j'ai besoin d'un rendez-vous en PPE APRH, je vais pouvoir mettre effectivement un rendez-vous sur la Outlook du département PPE APRH. Donc ça nous permet vraiment de tout de suite, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose d'une libération pour les familles, les enfants. On ne va pas les remettre sur des listes d'attente ou les renvoyer sur le CMP. Voilà, c'est tout de suite, on leur met un rendez-vous. Donc ils savent où ils vont, quand, avec qui. Donc ça, c'est un point important. La répartition en termes de clinique, personne ne rentre dans une case totalement, on est bien d'accord. Ce qui était important pour nous, je pense, c'est qu'il y ait plus d'évaluation en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qu'il y ait des parcours qui sont plus basés sur l'évidence-based pratique et sur de l'évaluation et qu'on puisse réévaluer les enfants. Donc POP, il y a systématiquement un petit questionnaire auquel les familles peuvent répondre. Bon, c'est 10 petites questions très rapides, mais ça permet de systématiquement évaluer un peu toute notre population. Et puis, après, pour les tout petits, moins de 6 ans, soit on sait qu'ils sont déjà dans les troubles du spectre de l'autisme, ce qui est le trouble neurodéveloppemental, on va dire, le plus voyant, le plus brillant avant 6 ans, en dehors de la déficience. Donc, trouble du spectre de l'autisme, déficience intellectuelle. Bon, si c'est vraiment de la déficience intellectuelle pure, c'est plus les neuropédiatres. Trouble du spectre de l'autisme, donc là, ils vont aller sur Sunrise avant 6 ans, et sinon, ça va être de la PPE, dès qu'il faut un peu débrouiller la situation avec les parents, etc. Sur Theta Sunrise, ce à quoi on s'est accordé avec Louis Forgeard et moi-même, parce que je suis responsable de Sunrise, du coup, c'est que d'abord, on va vers l'évaluation. Pourquoi? Parce qu'entre 6 et 12 ans, il y a quand même beaucoup de troubles des apprentissages. C'est là où aussi on va découvrir les déficits d'attention avec ou sans hyperactivité. Du coup, c'était important pour nous que tout ce débrouillage, cette évaluation soit faite et ensuite, ils peuvent très bien être réadressés à Theta ou avoir une prise en charge commune à la fois pour les troubles anxieux et à la fois sur les troubles des apprentissages et les troubles neurodéveloppementaux. Et chez les adolescents, en général, les troubles neurodéveloppementaux ont déjà été découverts, enfin on l'espère, après 13 ans. Ils peuvent nous demander des avis, mais en général, du coup, voilà, en tout cas, les adolescents vont prendre en charge tous les troubles du comportement alimentaire, début de bipolarité, de schizophrénie, les troubles de personnalité, borderline, beaucoup et beaucoup en ce moment, ouais. Très bien, merci à toutes les deux pour avoir échangé. Nous allons maintenant pouvoir répondre à vos questions.
Donc, il y a des questions autour du questionnaire, du questionnaire que vous avez évoqué. Donc, certaines personnes souhaitent avoir un exemplaire du questionnaire. Évidemment, on va vous adresser toute une série de documents à l'issue de ce webinaire et notamment ce fameux questionnaire. Donc, il y a une question sur le contenu précis du questionnaire. Est-ce que vous pouvez peut-être donner un petit peu plus de détails? Alors, il y a exactement 3 questionnaires. Alors, on veut bien vous envoyer les questionnaires, mais c'est important de ne pas utiliser les questionnaires tels quels. Enfin, vous pouvez les utiliser pour autre chose si vous le souhaitez, mais parce que du coup, voilà, c'est important de suivre le process, je dirais, parce que ça nous arrive de recevoir des questionnaires remplis, mais comme en fait, on a un logiciel avec lequel on traite tout et que tout est informatisé et qui nous aide, nous, à fonctionner. Du coup, il faut nous faire une demande, appeler ou envoyer un mail et on vous envoie à partir de notre fameux logiciel nos questionnaires. Mais on peut vous les envoyer comme ça, vierge pour information. Le questionnaire, pour les professionnels, on vous demande essentiellement vos coordonnées, pourquoi vous nous envoyez l'enfant, pour des questions de diagnostic, de prise en charge, dans quel grand champ vous estimez que cet enfant est. C'est à peu près tout, parce qu'en fait, on demande aux parents, dans un autre questionnaire, de répondre aux antécédents, quels sont leurs médecins, quelles sont les prises en charge, etc. Quelles sont leurs attentes, est-ce qu'il y a eu des troubles neurodéveloppementaux, enfin, comment s'est développé leur enfant tout petit, comment il parle actuellement. Et puis, un questionnaire pour l'école, avec l'accord des parents, bien évidemment. Du coup, là, on envoie directement sur le site de l'école maintenant. Sinon, on passe par les parents. Et là, c'est des questions assez ouvertes sur comment communique l'enfant, réceptif, expressif, avec ses pairs, avec les professionnels, enfin les enseignants. Quel est son niveau scolaire, ce qui est très important. Hein, c'est très peu coûteux et ça vous en dit très long. Et voilà, c'est pas le temps de la passation d'un QI, qui en plus est plus ou moins valable selon comment l'enfant est stressé. Mais là, en tout cas, c'est à l'année, comment cet enfant évolue, quels sont ses acquis, ses apprentissages. Donc, c'est très important cette observation de l'école et je dis toujours, je voudrais pouvoir remercier l'ensemble des enseignants qui répondent avec grande minutie à ça. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous, mais un grand merci. Ah ouais, c'est souvent très très précis et c'est vraiment très précieux pour notre évaluation. Et puis, est-ce que l'enfant a des intérêts? Est-ce qu'il a sa place à l'école? Qui est toujours une question quand même assez intéressante. On précise bien dans ce questionnaire que les parents peuvent avoir accès à ce questionnaire. Hein. Jusqu'à présent, comme on n'avait pas de logiciel, on faisait passer directement par les parents. Donc les parents avaient un visu total sur le questionnaire. Donc il faut bien sûr que tout ce qui est dit puisse être lu et dit aux parents. Voilà, donc ça, c'est les 3 questionnaires qu'on pourra vous faire passer. Très bien. Donc il y a un participant qui est intéressé par avoir l'adresse Sarah Sisra de POP, donc ça on vous donnera tout. Je vous ai mis l'adresse mail. Après il y a peut-être des coordonnées plus précises pour accéder à Sarah Sisra. La mienne en tout cas, du coup, c'est Laurence Villermoz. D'accord. Docteur Laurence Villermoz, ça arrive sur ma Sarah. Et on va vous faire passer la plaquette de POP, de toute façon, qui a l'adresse de Sarah Sisra là. Ok. Très bien, donc ça répond également à une question qui était d'avoir un flyer, une plaquette. Donc effectivement, on l'a finalisé aujourd'hui. On en avait déjà eu une version 0, on va dire, qui a pu parvenir ces dernières semaines. Mais là, on a une version vraiment finalisée que l'on vous enverra. On utilisera du coup vos adresses mail. Question très précise sur le neurodéveloppement. Le service neurodéveloppement est-il en lien avec les PCO 0-6 ans et les PCO 7-12 ans, effectivement, qui sont encore un projet et qui vont se déployer peu à peu en France? Oui, donc tout à fait. On est très coordonnés là, notamment avec celle de la métropole et puis les 2 autres parce qu'on a des appels aussi. Et puis comme on a le centre d'évaluation et diagnostic de l'autisme de Lyon, du coup on peut avoir des appels pour ça aussi. Donc on se coordonne. Pour faire simple, soit les familles nous appellent, ils n'ont pas eu de lien avec la PCO, donc on va les prendre en charge, sauf si nous on n'a plus de possibilités sur Sunrise, donc à ce moment-là on peut les rebasculer sur la PCO, mais en ce moment c'est plutôt les PCO qui ont pas mal de demandes. Donc là on les prend en charge, on a des neuropsychologues, donc enfin une évaluation, etc. On peut très bien demander aux familles de faire une demande quand même à la PCO et de demander à la PCO de déclencher le forfait d'intervention précoce, ce qui nous permet, si jamais nous on a par exemple les moyens de les voir en consultation, d'évaluation, mais pas de faire la prise en charge psychomote, etc., de quand même pouvoir au moins le proposer en libéral. Bon, comme tout le monde le sait, c'est un petit peu saturé aussi dans le libéral actuellement. Mais en tout cas, vous voyez que ça nous permet d'avoir une grande lisibilité, moi que j'avais pas du tout personnellement en tant que professionnel avant POP. Donc on se coordonne comme ça finement. Ce qui est beaucoup arrivé, c'est que les familles avaient demandé
d'aller sur la PCO, puis on s'apercevait qu'ils étaient soit déjà en process sur le PCO, soit en parcours sur le PCO, soit qu'ils étaient en attente. Donc là, dans ces cas-là, on s'est mis d'accord avec la CPCO, on leur envoie un mail et on leur dit qu'on commence à les prendre en charge et est-ce qu'ils peuvent, oui, déclencher un forfait intervention précoce qui peut quand même être intéressant pour compléter les prises en charge qu'on peut proposer à ces enfants. Sachant que sur Sunrise, alors le nom est peut-être un petit peu lumineux, on va dire, mais en tout cas, on a, comme tout le monde, des moyens limités. C'est nos missions de service public. Pour moi, c'était vraiment de l'intervention précoce, le diagnostic précoce, accompagner les familles de façon précoce, et puis après, les familles et puis les professionnels. Donc, pour moi, c'est les deux grands rôles finalement, c'est diagnostic et accompagnement précoce des familles avec de la guidance parentale sur les troubles du comportement, sur comment rentrer plus en lien avec leur enfant pour les TSH et les tout petits. Et chez les plus grands, vraiment accompagner plus les écoles, tout ça, quand il n'y a pas déjà quelqu'un sur la situation, parce qu'il y a déjà quand même pas mal de moyens, notamment dans le Rhône, des éducateurs, des enseignants spécialisés, etc. Donc, en tout cas, quand il y a crise à l'école, que ça se passe plus bien, ou quand il y a crise à la maison, qu'on puisse intervenir rapidement, ça veut dire dans les 2 semaines, 3 semaines, et que ça ne flambe pas comme ça jusqu'à en arriver à des hospitalisations qui sont inadaptées pour des enfants dans le trouble neurodéveloppemental. Donc, c'est nos deux grandes missions. À côté de ça, on a, oui, des groupes plus spécialisés, mais qui sont vite remplis comme toutes les interventions qu'on peut trouver dans ce champ-là. Pour préciser justement le lien avec la PCO, on les rencontre, on a une réunion avec eux mercredi prochain. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions des intervenants extérieurs, des partenaires extérieurs qui disaient voilà, il y a déjà des questionnaires assez importants pour la PCO. Comment on pourrait faire pour que du coup il y ait avec POP et les PCO quelque chose d'un mix de questionnaires, pas refaire toujours le même. Enfin, est-ce que c'est le même? Alors les PCO ont un questionnaire les PCO ont un questionnaire qui va probablement être nationalisé et qui est effectivement très long quand même. Je dirais qu'aujourd'hui il n'a pas vraiment le même but que nos questionnaires et le questionnaire famille a quand même été beaucoup réduit de notre côté parce qu'il était un petit peu plus long puisqu'on s'en servait initialement justement pour le centre d'évaluation et de diagnostic autisme. Du coup, il a été quand même beaucoup réduit. On va à l'essentiel pour les familles. Nous, ces questionnaires, ils vont aussi nous servir à mieux justement contrôler les demandes qui nous parviennent, les besoins et de pouvoir renvoyer à l'ARS et une fois de plus être plus lisible sur les besoins des familles et les nôtres pour pouvoir prendre en charge toutes ces familles correctement. Très bien, merci. Donc, on a des questions extrêmement précises. Est-ce qu'on a des questionnaires en différentes langues pour les personnes qui ont des soucis de compréhension ou d'écrit avec le français? Et y a-t-il des possibilités d'avoir un traducteur pour le jour de l'entretien ou en téléphone, en visio ou en présentiel? Voilà. Oui, alors c'est une excellente question. Il y a le protocole, un peu, je sais pas comment on peut dire, mais en tout cas le protocole de base. Vous appelez, vous savez à peu près pourquoi vous appelez. On vous envoie des petits questionnaires. 2 semaines après, on débrouille un peu plus la situation avec vous et on vous envoie chez les bons partenaires. Bon, évidemment, dans la vraie vie, c'est pas toujours comme ça. Donc oui, si les personnes ont vraiment un gros barrage de langue, il y a une grosse difficulté de barrage de langue, on les reçoit en face à face. On avait même prévu initialement de se déplacer, mais à vrai dire, finalement, les familles se déplacent plutôt très bien. Elles font beaucoup plus de visioconférences facilement que ce qu'on pouvait imaginer. On peut tout à fait imaginer avoir un traducteur et la personne si la visioconférence marche très bien justement, ce qui arrive aussi quand même fréquemment. Non, on n'a pas de questionnaire traduit. Alors, ça serait peut-être une question à travailler avec des gens qui connaissent notamment, moi j'aime bien dire la deuxième langue en France, qui est quand même l'arabe, mais qui a quand même beaucoup de dialectes par exemple, pour citer que l'arabe. Alors après, il y a l'espagnol, l'italien, je ne sais pas, dans l'ordre les langues parlées en France. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas lancé là-dedans. C'est compliqué parce que je vois quand j'étais à milieu, vraiment les langues, il y en avait beaucoup, tous les pays de l'Est, le russe, le slovaque, Tchécoslovaquie, le tchétchène. Du coup, en tout cas, on est en mesure. Du coup, si on commence, du coup, on va dans. Oui, les questionnaires, ça semble. À milieu, c'était très très multiple. Alors peut-être qu'un interprète dans ces cas-là. Voilà. Par contre, effectivement, il nous est tout à fait
utile d'interpeller un interprète, et choses qu'on fait. Jusqu'à présent, c'est encore bien possible sur le service public, donc on demande un interprète. Quelquefois, c'est des professionnels qui se proposent sur l'hôpital, mais souvent, c'est quand même l'hôpital qui paye des traducteurs, donc ils viennent pour les entretiens. Et puis, on a pu faire aussi avec les PMI, qui elles aussi faisaient venir un traducteur, un interprète, c'est faire du coup la visio avec la PMI qui est l'interprète. Donc, ou c'est nous, ou enfin, c'est, voilà, selon, ça peut être aussi notre institution. Oui. En tout cas, c'est vrai que la non-maîtrise du français n'est pas un obstacle. On fera tout pour pouvoir répondre à la demande et via des interprètes. Voilà, tout est, voilà, c'est évidemment possible et on a cette chance dans le service public, effectivement. Une remarque et puis une question. Donc POP a l'air vraiment très intéressant, très efficace. Est-ce que les autres secteurs ou les autres établissements comme Saint-Jean-de-Dieu ou j'imagine aussi Saint-Cyr-au-Mont-d'Or vont avoir un système similaire prochainement? Alors, on m'a déjà posé la question. Pour l'instant, on renvoie les familles de ces secteurs-là au bon CMP. Voilà, donc on peut déjà, nous, on sait par contre l'organisation, donc on peut quand même les envoyer vers le CMP, mais on n'a pas non plus, voilà, tout. Non, pour l'instant, c'est que sur le vinatier, parce que c'est des moyens pour l'instant qui sont uniquement sur le vinatier, mais après on verra si effectivement il y a des demandes de l'ARS d'élargir notre champ. Oui. Ce qui est important à dire, je prends un peu ma casquette de gestion, c'est que ce dispositif a été autofinancé par le vinatier, par un redéploiement de moyens au sein du pôle enfants et adolescents. Nous n'avons pas bénéficié de crédits supplémentaires. Donc du coup, on se concentre sur notre territoire de responsabilité. Certains d'entre vous savent certainement que nous avons aussi une plateforme qui s'appelle Live, qui est une plateforme généraliste, qui, elle, peut instruire les demandes venant de l'ensemble des habitants du Rhône. Donc il y a un périmètre départemental. Live est financé de façon spécifiques par des crédits nationaux. Donc, effectivement, on n'est pas dans le même cas de figure pour POP, mais effectivement, en tout cas, nos correspondants à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or et à Saint-Jean-de-Dieu savent qu'on a cette plateforme POP. Les hospices civils de Lyon également. Donc, peut-être qu'ils s'en inspireront ou qu'on aura une extension possible de POP si l'expérience est aussi conclusive que ce que nous pensons l'être, en tout cas au regard des quelques mois d'expérience. Voilà, écoutez, nous avons encore quelques minutes de webinaire. Est-ce que certaines personnes souhaitent intervenir, échanger directement avec les docteurs Villermoz et Geoffrey? Voilà, n'hésitez pas, c'est un moment privilégié. Donc, vous pouvez solliciter la parole en appuyant sur l'icône main qui est au bas de votre écran. Alors, nous avons une question d'Isabelle, voilà, que je connais, c'est LSM Villeurbanne, donc qui nous pose une question de la part d'une psychologue du point d'accueil écoute jeune de Villeurbanne. À qui sont envoyés les questionnaires? De quelle manière? Dans quelle temporalité? Comment sont-ils évalués? Dans quelle mesure la demande du professionnel prescripteur est-elle prise en compte et évaluée? Encore ces questions sur les questionnaires. Alors, si vous nous contactez directement en tant que professionnel, on va avoir plus de détails et si vous appelez, ça a aussi une signification pour nous. C'est que vous êtes inquiète pour cette famille qui peut peut-être pas appeler toute seule, ou vous savez pas trop comment les amener aux soins. Bon, donc ça dit quelque chose de la situation globale. Soit c'est la famille qui va finalement nous appeler et on essaye d'être en seconde ligne de soins, donc que ça passe aussi par les médecins généralistes ou au moins voilà la première ligne qui nous adresse les familles. Donc on peut vous recontacter nous et vous envoyer un questionnaire. Bon, bien évidemment, si c'est juste un questionnaire sur lequel vous nous dites voilà un petit peu vos inquiétudes en 2 lignes et le grand champ dans lequel vous estimez que sont les difficultés de cet enfant, c'est pas du tout la même richesse qu'un entretien. Après, la plupart du temps, les médecins généralistes, tout ça, on est tous un peu difficiles à joindre. Bon, en tout cas, on va collecter le maximum d'informations. Le questionnaire famille, alors c'est dématérialisé. Jusqu'à présent, on les envoyait par messagerie sécurisée. Là, on va les envoyer via un logiciel qui va centraliser tous nos échanges finalement avec la famille, les intervenants, etc.
et qui fait comme une fiche un peu récapitulative. Donc, si on a eu un entretien assez riche avec la psychologue de l'enfant ou la psychologue qui l'a vu au point écoute, du coup, il y aura une synthèse de l'entretien avec cette psychologue et ça fera partie de la fiche de synthèse sur laquelle on a en première page pourquoi cet enfant vient en quelques lignes et puis en dessous, il y a tous les échanges, tout le questionnaire auquel les parents ont répondu quand ils ont pu répondre, parce qu'une fois de plus, c'est pas du tout une obligation de remplir des questionnaires. S'ils ne peuvent pas, s'ils ne veulent pas, ils ne le font pas. Ça n'empêche pas d'être pris en charge sur POP. Mais s'ils ont pu remplir, ou selon les entretiens qu'on a eu avec eux, il y a tout le déroulé, donc tous les entretiens, l'observation de l'école, et ça, avec l'accord des parents, on peut le transmettre à une psychologue, par exemple, en libéral ou sur un de nos secteurs. Très bien. Alors, je crois qu'une personne avait sollicité la parole, monsieur, madame Baronnet. Alors, je vais vous demander de vous présenter, du coup, et de donner votre fonction. Allez-y, c'est à vous. Alors, Anastasia, laissez la parole. Voilà, allez-y. Alors, vous pouvez, du coup, activer votre micro. Que je fais? Ah, ça y est, allez-y, alors, qui êtes-vous? Ah, on vous a Oui, perdu. vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, bonjour, moi je suis sage-femme en PMI et je voudrais savoir quel est le secteur du Vinatier. En fait, vous parlez de secteur Saint-Jean-de-Dieu-Vinatier et j'aurais voulu savoir quel est le secteur du Vinatier. Alors, le secteur du Vinatier, ce qu'on appelle le secteur du Vinatier, c'est à peu près la métropole de Lyon, mais ça s'arrête au 7e arrondissement. Et le 7e arrondissement est le seul arrondissement de mémoire qui ne fait pas partie, sauf Vèze aussi. Oui, voilà. Qui ne fait pas partie du Vinatier. 7e arrondissement, c'est Saint-Jean-de-Dieu. 9e arrondissement, c'est Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Autrement, tous les autres arrondissements à Lyon, c'est pour nous, c'est Vinatier. On couvre le nord de la métropole, l'est de la métropole. En gros, en dessous de Lyon, au sud de Lyon, Vénissieux, c'est Saint-Jean-de-Dieu. Et dans l'ouest, le Beaujolais, Tarare, les Monts d'Or, c'est Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. Mais si vous avez des demandes pour des familles, des patients et que vous savez pas trop où les envoyer, même si vous savez pas si c'est notre secteur ou pas exactement, vous pouvez nous les adresser et on réorientera la famille sur le bon secteur. Hein, parce qu'effectivement, c'est très compliqué. Vous nous appelez pour vous nous appeler pour nous demander et on vous répondra si vous avez un doute. Ouais, parce que moi je suis sur le 7e justement. Ah bah non alors. Pas de chance. Pas de chance. Alors le critère c'est le lieu d'habitation du patient hein, ou de la famille. Hein. Les familles sont sur le 7e. Et dans le 7e, il y a un CMP qui est assez dynamique, hein, du coup, et avec une équipe de périnate assez bien présente. Hein. Ouais. Merci. Merci pour votre question. Y a-t-il une autre intervention? N'hésitez pas, hein, si même il y a des choses que vous n'avez pas comprises, on peut réexpliquer, il n'y a pas de problème. Alors, un enseignant, oula, oui, il y a du chat. Un enseignant peut-il vous contacter avant que la famille n'en fasse la démarche? Tout à fait. Alors, une fois de plus, on ne peut pas rompre le secret médical, mais si vous nous appelez pour nous dire, écoutez, la famille X va vous appeler ou vous a peut-être déjà appelé, je souhaite vous donner des informations, on sera ravis de pouvoir collecter les informations. Comme on vous le dit, on va systématiquement maintenant envoyer des questionnaires, sauf si la famille ne veut pas. Que la famille soit au courant que vous nous appelez, bien sûr. Hein. Je redis toujours ça, mais c'est vraiment... Parce que l'idée vraiment aussi de POP, c'est que la famille soit vraiment très, très acteur. Donc, du coup, bien sûr, nous appeler, mais bien sûr, prévenir la famille que vous appelez POP. Enfin, c'est normal. Enfin, je veux dire, on ne va pas appeler son médecin généraliste ou un partenaire sans que... Sauf si tu es extrêmement inquiet que la famille n'est pas oui, mais on ne pourra pas les appeler. Oui, on ne pourra pas les appeler. Ah non, on ne pourra pas. Moi, on vous donnera des infos, on vous essaiera de vous donner des pistes, on vous... Voilà. Là, sur une situation compliquée, ça, on peut vous aider à essayer de trouver des solutions pour amener la famille aux soins, mais c'est sûr qu'on n'ira pas appeler la famille si elle est pas au courant et que, enfin, tu vois.
Dans ce sens-là, Oui, la seule situation où on prend la demande, c'est un Voilà. médecin généraliste qui a vu la famille et qui nous dit « je vous donne les coordonnées avec l'accord de la famille, merci de rappeler la famille ». Pour les autres professionnels, on peut recueillir ce que vous nous dites, les inclure nous dans notre évaluation et ça sera certainement très précieux. Après, effectivement, vous ne pouvez pas en tant qu'enseignant nous donner le numéro d'une famille si elle n'est pas d'accord et qu'on les rappelle. Vous voyez, ça serait pas possible. Mais enfin, c'est dans le bon sens. Et C'est même, du bon sens. même avec des médecins généralistes, hein, pareil. Ben non. C'est un adressage de médecins. Oui, mais s'ils veulent pas. S'ils nous disent qu'ils veulent pas. C'est qu'il y a toujours ce consentement, cet investissement dans la démarche de la famille qui est clé. Oui, enfin, il y a des familles qui sont trop en difficulté pour voir les difficultés et qui ont besoin qu'on les appelle nous-mêmes. Alors, autre question. Avez-vous beaucoup de professionnels libéraux qui travaillent avec la plateforme POP? Oui. Oui. Bah, en tout cas, on a beaucoup adressé sur le libéral cet été. Et en plus, on avait beaucoup d'espoir avec les consultations là, qui ont été ouvertes par notre gouvernement. Ah oui, ça c'était consultation de psychologue. Oui. Voilà. Consultation de psychologue dans le cadre du Covid. Oui. Et puis oui, on adresse, on aime bien dire qu'on psychiatrise pas pour psychiatriser aussi, hein, c'était aussi un des buts, bon, il y en a de cette plateforme, c'était vraiment que la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, qui a comme tout des moyens limités, soit dans son rôle et vienne soigner un trouble du comportement alimentaire sévère, vienne soigner un enfant qui a un trouble de personnalité borderline sévère et qui se scarifie, qui se met en danger, et pas effectivement une souffrance qui relève plutôt de la santé mentale et du bien-être et qui peut tout à fait être soutenue et éviter d'ailleurs qu'on en arrive à de la psychiatrie en libéral. Très bien, merci. Alors, s'il y a il y a aussi des situations très graves qui sont suivies en libéral, il ne faut quand même pas... Oui. Y a-t-il une autre prise de parole qui est sollicitée ou une dernière question peut-être? Oui. Est-ce que donc ces libéraux que vous évoquez reçoivent les enfants dans des délais rapides? Bah, ça dépend quels libéraux. Si c'est les pédopsychiatres cet été, on a quand même réussi à avoir pas mal de rendez-vous via Doctolib. Sinon, c'est quand même très difficile, je dirais. Et puis sinon, si c'est les psychologues en libéral, bah, on cherche des thérapeutes qui puissent voir le patient assez rapidement. Enfin, on ne dit pas au patient, bah voilà, trouver un pédopsychiatre. Hein, c'est pas, on va vraiment avec eux, on les accompagne. Oui, l'idée c'est vraiment d'accompagner le patient jusqu'à la porte du soin. Ouais, vraiment. Très bien. Donc c'est des fois pas facile. Enfin, je pense aux orthophonistes. On voit bien qu'il y a vraiment sur beaucoup de secteurs où c'est vraiment très très saturé. Au niveau des orthophonistes. Ça, on n'invente pas non plus. Voilà. Très bien. Eh ben, merci du coup, merci à tous, merci à vous tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci au docteur Geoffrey, merci au docteur Villermoz pour leur participation et leur explication très pédagogique, j'ai trouvé. Alors, ce webinaire, vous pourrez le retrouver en replay, notamment sur notre site internet ou sur les réseaux sociaux. Donc notre service communication est à la manœuvre. Nous envisagerons peut-être, si des personnes que vous connaissez en ont besoin, d'organiser un deuxième webinaire. Donc on sera, je pense, à votre disposition pour un deuxième webinaire. Voilà, les docteurs Villermoz et le docteur Geoffrey sont évidemment à votre disposition pour répondre à d'autres questions qui pourraient survenir à l'issue de ce webinaire. N'hésitez pas à contacter POP. Voilà, on est là pour vous. Je pense qu'il faut aussi qu'on construise ensemble finalement ce dispositif qui est encore jeune. Et vous avez beaucoup à nous apprendre, les familles aussi, et c'est vraiment ensemble qu'il faut construire le dispositif. C'est ce qu'on essaye de faire depuis le début. Voilà, tout à fait. Merci à tous et je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir. Merci en tout cas.